4. Aujourd'hui, on va faire un petit saut dans les biostatistiques. Dan, c'est bon, tu as commencé l'enregistrement? Ah bah voilà, super. Oui, tout est OK. Tu Nickel. peux commencer sans Allez, problème. parfait. Courage. Donc, concernant cette préparation MIE 4, comme vous l'avez vu, on a eu 3 séances de préparation sur la partie mathématique. Alors, c'était intéressant, notamment par rapport à la liaison avec ce que vous faites en terminale, mais j'espère avoir été clair dans la présentation de ma matière. La partie mathématique, ce n'est pas la partie stratégiquement primordiale lorsqu'on travaille l'UE 4. Vous avez, jusqu'à présent, après, vous savez que c'est en cours de mutation, hein, donc ça peut être amené à changer. Vous avez 6 questions sur 20 concernant la partie mathématique qui était assez opaque, puisque c'est un puissant fond, comme je l'ai expliqué, et qu'en plus, elle est assez mal maîtrisée par l'animateur de cette partie, que je n'ai même pas envie d'appeler professeur. Et puis après, vous avez une partie sur 14 points concernant les statistiques biostatistiques, donc stat et proba. Et cette partie, par contre, elle est passionnante. C'est une partie qui est d'excellent niveau mathématique, qui est maîtrisée comme j'ai rarement vu un cours maîtrisé. Alors certes, le polycopié est copieux, hein, je ne sais plus, il va y avoir 180 pages, quelque chose comme ça. Il y a 7-8 chapitres qui sont concernés, mais c'est à la fois du très bon niveau et c'est à la fois super intéressant. Cette partie de biostatistique, il faut savoir qu'elle n'a pas été modifiée depuis maintenant quasiment 25 ans. J'ai des annales de 1997 qui concernent exactement le même polycopié. Donc le professeur a changé, il y a un jeune qui a pris la relève et ce qui fait que les tests à la sortie sont légèrement modifiés, légèrement modernisés, mais le cours à l'heure actuelle n'a pas encore été modifié. Donc ça fait 25 ans que ça fonctionne, ce truc-là, et c'est vraiment un petit bijou. Et c'est à la fois intéressant mathématiquement parce qu'on y développe des outils de façon très très intéressante, et c'est à la fois intéressant d'un point de vue médical parce qu'il y a de nombreux exemples, de nombreuses applications directement liées à la médecine. Et puis, sans vouloir être trop critique, ça ferait par exemple du bien à certains médecins actuellement de relire les cours de stats de première année parce que ça leur permettrait de mieux comprendre un petit peu ce qui se passe à l'heure actuelle en termes statistiques. Et c'est assez fondamental. Donc, moi, je tenais quand même à vous présenter cette partie-là. C'est vraiment sur cette partie qu'il faudra faire le forcing l'année prochaine si vous voulez bien vous en sortir. Et vous allez voir que le démarrage est relativement sympathique. La fin est beaucoup plus copieuse. La fin est beaucoup plus costaud. Normalement, vous devriez avoir besoin d'une aide, moi éventuellement l'année prochaine pour finir cette partie. Mais le début, ça va ressembler à ce que vous faites avec une vision un peu plus médicale, avec des applications plus médicales. Donc, on va attaquer de suite. Alors, au début, la vision médicale, elle n'y est pas encore. Au fur et à mesure, elle va apparaître. Et donc, écoutez, allez hop, je prépare mon écran, je prépare les feuilles d'exercice et ça va nous permettre de réviser un petit peu tout ça. Alors, normalement, je dois le faire 2 fois. J'ai jamais su pourquoi. Je suis désolé, mais ça arrive. Et voilà, normalement, vous devriez avoir accès à mon tableau et vous devriez voir le QCM avec la première question. Vous me dites de suite s'il y a un souci, si tel n'est pas le cas. Bien, alors au passage, bien entendu, comme d'habitude, j'ai prévu des QCM qui sont rangés, qui sont ordonnés, qui nous permettent de réviser la leçon, et ce sont toutes des questions de concours. Voilà, donc ça aussi, c'est assez intéressant à comprendre. Donc là, j'ai inventé très peu de choses, puisqu'en termes de QCM de concours, si vous faites le calcul, j'avais 20 questions pendant au moins 15 ans, et puis maintenant, j'en ai 14 depuis 10 ans, donc faites le calcul, c'est assez énorme. Des QCM d'anal en biostatistique, on en a vraiment un paquet. Alors, juste que je branche ma tablette. C'est bien ça. Et voilà. On est parti. Donc, dans cette question, une question qui est relativement facile, à condition de bien connaître son cours, nous avons ici des événements élémentaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un événement élémentaire? C'est un événement qui est réduit à une seule éventualité. Par exemple, si je considère le lancer d'un dé à 6 faces, classique, d'accord, eh bien, il y a 6 événements élémentaires qui sont obtenir un 1, obtenir 2, obtenir 3, obtenir 4, etc. Obtenir 6. Donc, un événement élémentaire, comme son nom l'indique, c'est une particule élémentaire du monde, de l'univers, des probabilités. D'accord? Voilà, c'est clair et net.
Donc ici, on considère des événements élémentaires non nuls. Ça, c'est pour faire les mathématiciens, hein, pour dire, les gars, on enlève tous les cas qui sont un petit peu bizarres. Et non confondus, ça veut dire qu'ils sont différents, hein, tout simplement. Et donc, on veut savoir quelles sont les propositions qui sont toujours vraies. Alors, premièrement, vous avez ici P de A union B. P de A union B, il est bon d'y revenir. Il y a une formule générale concernant P de A union B. Alors, du coup, ici, comme je vous redonnerai les notes, je flotte ce que j'attaque. La formule générale concernant P de A ou B, vous devriez vous en souvenir, c'est P de A ou B égale P de A plus P de B moins P de A et B. Ça, c'est la formule générale reliant A ou B et A et B en termes de probabilité. Bon, bien entendu, il faut être malin, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que cette formule, elle se lit autrement. Vous pouvez très bien intervertir les positions de P de A et B et P de A ou B de façon assez élémentaire. Vous déplacez le P de A et B à gauche, le P de A ou B à droite, et vous avez forcément une relation équivalente. Bien. Il y a un cas particulier qui s'appelle l'incompatibilité. Si A et B sont incompatibles, alors là déjà, incompatible, c'est un mot moderne que vous avez rencontré en première S. Il existe un mot ancien qui est maintenu dans vos cours qui s'appelle disjoint. Ce sont donc deux synonymes. D'accord? Si A et B sont disjoints ou incompatibles, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'ils n'ont rien en commun. C'est-à-dire que le mot incompatible est a bel et bien le sens qu'on donne en français. Deux personnes incompatibles sont deux personnes qui n'ont rien en commun. Donc A et B égale ensemble vide. D'accord? Mais si A et B égale ensemble vide, eh bien cela veut dire que la probabilité associée vaut 0. Donc ceci vaut 0. Et donc dans le cas où A et B sont incompatibles ou disjoints, eh bien nous avons A et B égale ensemble vide, c'est-à-dire P de A et B égale à 0, c'est-à-dire P de A ou B égale à P de A plus P de B. Et ça, c'est donc un cas particulier de la formule de P de A ou B, générale. D'accord? Alors, évidemment, si on considère des événements élémentaires, non nuls et non confondus, ils sont nécessairement disjoints. C'est obligatoire. C'est la raison pour laquelle nous allons valider obligatoirement la première affirmation. P de A ou B est donc égale, dans ce cas-là, à P de A plus P de B. Alors, bien entendu, la B, c'est une confusion pour ceux qui connaissent mal leur formule. Ce sont des distracteurs qui sont des pièges, d'accord? Donc, absolument pas. P de A et B, dans ce cas-là, vaudra 0, comme je l'ai rappelé ici. Alors, E, ici, c'est ce qu'on appelle l'espace fondamental. Vous avez l'habitude de l'appeler oméga, d'accord, en général au lycée. Bon, ça n'a pas d'importance. Alors là, il suffit de réfléchir un petit peu. Qu'est-ce que c'est que A et l'univers? Alors, on peut s'amuser à faire des schémas avec des patates, si vous voulez, mais franchement, un petit peu de jugeote permet de comprendre que A intersecté avec tout ce qui est possible, eh c'est A lui-même, puisque, bien entendu, nous avons A qui est inclus dans l'espace fondamental. Quand un ensemble est inclus dans l'autre, vous avez ici le petit ensemble A qui va être inclus dans l'ensemble E, et bien nécessairement, l'intersection des deux, c'est le plus petit, c'est A. Et c'est la raison pour laquelle la C est également juste. A ou E, vous pouvez vous servir de mon schéma, et bien forcément l'un ou l'autre, c'est le plus grand. Quand vous avez une inclusion de deux événements, l'union, c'est le plus grand. Donc la D est fausse. Et bien entendu, P de A égale à P de B, ça n'est valable que si nous sommes en situation d'équiprobabilité. C'est-à-dire une situation dans laquelle toutes les issues, tous les événements élémentaires ont la même probabilité de réalisation. Ce qui est le cas lorsqu'on lance un dé, par exemple, à 6 faces, bien équilibré. Mais dans le cas général, en probabilité, rien n'impose qu'il y ait équiprobabilité. Les dés peuvent être pipés. Et heureusement d'ailleurs, parce que si on parle par exemple d'une épreuve de Bernoulli, alors je ne vais pas revenir dans tous les cas, une épreuve de Bernoulli, c'est une épreuve à deux issues possibles. Et si on parle d'une épreuve de Bernoulli qui consiste à dire, tiens, soit j'ai mon bac, soit je ne l'ai pas, je suis désolé, ce n'est pas 50-50. Et heureusement, il n'y a pas qu'une probabilité. Tiens, je dois traverser une rue, soit je me fais écraser, soit je ne me fais pas écraser. C'est une épreuve de Bernoulli. Et je suis désolé, il n'y a pas 50-50. Donc, dans le cas général, dans la plupart du temps, il n'y a pas d'équiprobabilité en probabilité. Il peut y en avoir dans certaines situations particulières, d'accord, qui sont des situations remarquables et qu'on étudie à part, mais dans le cas général, non. Donc, ici, compte tenu de l'énoncé, on ne valide pas P de A égale à P de B.
Et donc, il n'y a que deux réponses ici, c'est A et C. Voilà pour ce petit démarrage. Vous me dites si vous avez des questions. OK, continuons. On considère deux événements A et B tels que P2A égale à 0,2, P2B égale à 0,6, P2A ou B égale à 0,5, que vaut P2A et B. Ça va, c'est acté. On va utiliser la formule que j'ai rappelée au-dessus et en intervertissant les rôles de P2A et B et P2A ou B, c'est-à-dire que, bon, je vais zoomer un peu plus pour avoir un peu plus de place. Et bon, voilà, ça sera un peu plus sympa aussi à écrire. Donc, P2A et B est donc égal à P2A plus P2B moins P2A ou B. Alors, lorsqu'on fait le calcul, eh bien, on va trouver 0,2 plus 0,6 moins 0,5. Et donc, on est content de tomber sur 0,3. Bien. Ça, c'est ce que vont faire 9 élèves sur 10. Pensez à couper votre son. J'entends un bruit de fond en fond. Après, si vous voulez, je retourne sur Zoom pour vous couper le son, mais faites-le vous-même. Ça, c'est ce que va faire à minima 9 étudiants sur 10, voire 10 étudiants sur 10. Et moi, il faut que je vous apprenne à réfléchir. Il faut que je vous apprenne à réfléchir. J'ai fait un petit schéma ici pour vous montrer ce que c'était que l'inclusion, d'accord, avec un élément inclus dans un autre. Et donc, forcément, le grand événement, il est plus grand que le petit. Okay. Et là, si vous réfléchissez bien, A ou B, ça signifie soit A, soit B. Il est donc plus grand que A, mais aussi plus grand que B. Et là, on tombe sur quelque chose qui me coince, qui n'est pas possible. Comment voulez-vous que B soit réalisé avec une probabilité supérieure à A ou B qui lui est plus grand, qui lui n'a que 0,5? En fait, l'énoncé est faux. L'énoncé est un gros piège. C'est absolument pas possible de faire ce type de calcul-là. Donc, l'exercice est un non-sens et la A est invalidée. Donc, les événements A et B sont incompatibles, ça ne risque pas. L'indépendance, je vais y revenir un peu plus tard, ça ne risque pas. P2A, sachant B, je vais y revenir. Mais du coup, l'énoncé est un non-sens. Les informations ne permettent pas d'effectuer de calcul de probabilité. Donc, je vous laisse réfléchir là-dessus. Pendant ce temps, je vais couper le son à celui qui a oublié de le faire. C'est Lola. Voilà. C'est OK pour les autres. Donc, voilà. Il faut que je le fasse toujours en deux fois. Et voilà. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette question numéro 2. Mais maintenant, je vais en profiter pour réviser les notions d'indépendance et de d'indépendance et de probabilité conditionnelle. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur l'item 1, s'il vous plaît? Je peux le faire, mais j'ai prévu un programme ambitieux, donc soyez rapide en prise de notes. Vous m'entendez? Oui, absolument. Juste, en fait, par rapport à l'item 1, je n'ai pas compris la comparaison entre la probabilité de B et la probabilité de A inter B. À quel endroit? Quelle lettre? Pour le 2. Ah, non, pardon, pour l'item 2, la question 2, pardon. Ah, d'accord, ok. Alors, attends, hop là. Alors, vas-y, repose ta question. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? C'est ce que vous avez dit au tout début sur la comparaison entre la probabilité de B et la probabilité de A inter B, qui faisait que du coup, toute la question, l'énoncé était faux. Est-ce que tu comprends que A ou B, c'est un événement qui est plus gros, plus grand que B? Oui. Donc, sa probabilité ne peut pas être plus petite que P de B. Oui, d'accord. Ok, d'accord, super. Donc, c'est du pipeau. C'est bon, j'ai compris. Voilà, d'accord? Donc Merci. là, il faut qu'il y ait une cohérence là-dessus, tu vois. Je veux dire, au minimum, A ou B, c'est 0,6. Au minimum. Ok. Voilà. Et au maximum, d'ailleurs, c'est 0,8. Ça ne peut pas être plus grand que la somme des probabilités P de A plus P de B. Oui. Voilà. D'accord. Donc, c'est uniquement là-dessus qu'il y avait avec plaisir. C'est là-dessus qu'il y avait le piège. Alors, je reviens maintenant sur la notion d'indépendance et sur la notion de probabilité conditionnelle.
qu'est-ce que c'est qu'une probabilité conditionnelle? Comme son nom l'indique, c'est une probabilité sous condition, sous contrainte. D'accord? Et par conséquent, on a des définitions qui s'appliquent assez bien. Et alors, ah oui, oui, j'ai oublié de vous dire, ça c'est une notation bien sûr qui est désuète depuis 25 ans, mais qui est encore utilisée en fac de médecine. Vous, la notation que vous connaissez, c'est celle-ci, c'est P de A, sachant B. Voilà, c'est ça. Et donc, à l'heure actuelle, donc je vous dis, ça fait 25 ans, ils n'ont toujours pas modifié la notation. Ne me demandez pas pourquoi. Donc, du coup, ici, P de A sachant B. Alors, en plus, la barre, des fois, on la met à droite, des fois, on la met à gauche. Enfin, ça dépend de l'outil informatique. Donc, P de A sachant B, c'est en général comme ça qu'on le rencontre dans les bouquins. Eh bien, c'est par définition P de l'intersection sur P du sachant. Donc, ici, en l'occurrence, P de B. Alors, retenez, comme je viens de le faire, P de l'intersection sur P du sachant. Voilà, c'est un moyen mnémotechnique pour ne pas se tromper, pour savoir à quoi c'est égal. D'accord? Donc, du coup, ici, bien entendu, dans cette question 2, les calculs sont incongrus, mais si on avait été autorisé à les appliquer, on aurait obtenu dans ce cas-là 0,3 sur 0,6, et ça faisait bien un demi. Donc, la personne qui n'a pas vu que l'énoncé était improbable, bah, c'est une personne qui a fait kin, qui a dû cocher plein de choses et qui a dû avoir complètement 0 à la question, bien sûr. Par contre, vous savez que lorsque vous avez une question à une seule réponse possible, si vous vous trompez, vous prenez quand même des points. Je vous rappelle que chaque item a une valeur de vérité. Et donc, si vous vous trompez, en fait, vous n'avez pas commis une erreur, vous en avez commis deux. C'est-à-dire, vous n'avez pas coché celle que vous auriez dû cocher, et vous avez coché une autre que vous auriez dû ne pas cocher. Mais ça vous fait quand même marquer des points, parce que vous savez qu'avec deux erreurs, vous marquez des points. C'est 0,2 en 0,5 pour une erreur, 0,2 pour deux erreurs, et puis après 0 à partir de 3 erreurs. Bien, continuons. Donc, qu'est-ce que c'est que la notion d'indépendance? Eh bien, là aussi, c'est une notion, alors c'est une notion qui est mal perçue par les étudiants en général, d'accord, la notion d'indépendance, qui est parfois confondue avec l'incompatibilité. Et pourtant, paradoxalement, là encore, nous avons un terme, nous avons un adjectif qui est complètement conforme à son usage en français. L'indépendance, ce n'est pas le fait de n'avoir rien en commun, pas du tout. L'indépendance, c'est le fait de se foutre complètement de ce que l'autre fait. C'est ça l'indépendance. C'est le fait de ne pas être influencé par l'autre. Autrement dit, si on réfléchit 2 petites secondes, cela signifie que la probabilité que A se réalise, sachant que B a lieu, bien A, il n'en a rien à secouer de B, mais rien du tout. Et c'est donc égal à la probabilité que A soit réalisé. Ça s'appelle l'indépendance. Voilà. Donc l'indépendance, c'est ceci. Et donc forcément, ça s'exprime également sous la forme, puisqu'il y a symétrie entre les événements et B. P de B sachant A est égal à P de B. Puisque si A se moque de B, bien entendu, B se moque lui aussi de A. Dernier point, si je prends la formule générale des probabilités conditionnelles, donc P de A sachant B égale à P de l'intersection sur P du sachant, cela signifie également que cette formule s'écrit sous la forme suivante. Ça veut dire que P de A et B égale P du premier fois P du deuxième sachant le premier. Alors, normalement, c'est des choses que vous connaissez de longue date. Vous devriez être relativement familier avec cela. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise en calcul, c'est sûr qu'il vous faut plus de temps pour comprendre. Mais si vous n'êtes pas à l'aise en calcul, je vous conseille fortement de vous mettre à niveau dans les calculs. Donc ici, bien entendu, vous avez ça sur ça. Donc le divisé par P de B, vous le mettez à gauche, ça devient fois P de B. Qu'est-ce que je peux dire? Donc du coup, oui, là en plus, ça ne correspond pas à ce que j'ai dit, mais ça revient au même en fait, puisqu'il y a symétrie entre les deux. Ça veut dire que P de A fois P de B sachant A, ou bien P de B fois P de A sachant B. C'est la même chose. Voilà. Et par conséquent, s'il y a indépendance, en cas d'indépendance, eh bien, cette formule se transforme en un truc qui est assez sympa, qui est P de A et B égale P de A fois P de B. D'accord? En cas d'indépendance, nous avons ceci. Donc, l'indépendance se résume en 3 points. 1, 2 et 3. Et ça, c'est la formule générale des probabilités conditionnelles. D'accord? Qui peut s'affirmer sur ce point-là, ou bien celui-ci, ou celui-ci. Voilà pour des révisions concernant les probabilités conditionnelles et la notion d'indépendance.
dont nous n'avions pas besoin dans cet item numéro 2. Y a-t-il des questions? C'est bon pour tout le monde? Allez, on continue. Question numéro 3. Soit deux événements aléatoires A et B avec P de A différent de 0, P de B différent de 0. Si P de A ou B égale à P de A plus P de B est toujours vérifié. Alors c'est sûr que quand on connaît son cours, ça va plus vite. D'accord? Ça va forcément plus vite parce que, bien entendu, on peut exclure certaines choses. Après, là encore, dans la question que je vous donne, à chaque fois, il y a des définitions supplémentaires, des petites révisions, des petites nuances, des petites subtilités qui vont peut-être échapper au lycée, mais pour lesquelles on tend des pièges, bien entendu, en concours. Ça va de soi. Le 4, il y a beaucoup de pièges de connaissances de cours. Alors, cette formule-là, elle a été identifiée, cette formule-là, quelque part. On peut remonter pour la chercher si vous le voulez, d'accord? Voilà. Et elle est ici. Si on est sur de l'incompatibilité, P de A ou B égale à P de A plus P de B. Donc, c'est quelque chose que nous avons eu déjà l'occasion de réviser aujourd'hui. Et par conséquent, dans le cadre de la question numéro 3, évidemment, je vais dans un premier temps valider la réponse A. Mais maintenant, je vais quand même faire attention. Je vais faire attention parce que l'incompatibilité peut résulter d'autres choses. D'accord? Donc, regardons ce qui se passe. Bon, déjà, la B, c'est sûr. D'accord? Puisqu'elle est contraire à la A et que nous avons validé la A. Et là, c'est intéressant, les événements A et B peuvent. Vous voyez le verbe utilisé ici. Hein, c'est une possibilité, on ne sait pas. Et alors, maintenant, la question, c'est qu'est-ce que c'est que des événements complémentaires? Eh bien, deux événements sont complémentaires. Si vous avez deux choses qui sont faites, qui sont constituées, alors je vais faire le schéma qui est le plus facile à comprendre. C'est que vous avez E qui est là, l'univers, hein, ou oméga, je vous l'ai dit, d'accord. Puis vous avez l'événement A qui est quelque part par là, d'accord. Eh bien, le complémentaire, c'est tout ce qui n'est pas dans A. Tout ce qui n'est pas dans A, que vous avez appelé A bar au lycée, tout simplement. Et donc, deux événements sont complémentaires si leur réunion fait l'univers, mais aussi si leur intersection est vide. Puisque par définition, le complémentaire de A, c'est tout ce qui n'est pas dans A. Donc, il n'y a pas d'éléments en commun. Et donc, dans le cas où j'ai une complémentarité, eh bien, cela veut dire que j'ai aussi une incompatibilité. Deux événements complémentaires sont aussi incompatibles. Bien entendu, la réciproque est fausse. Deux événements incompatibles ne sont pas nécessairement complémentaires. Et c'est la raison pour laquelle la D est validée. Et enfin, bien entendu, on a vu ça aussi à la première question, si P de A ou B égale à P de A plus P de B, si deux événements sont incompatibles, alors leur intersection est vide, et donc leur probabilité de réalisation est égale à 0. Trois réponses exactes pour cette question 3, A, D et E. Alors, il y a quelqu'un qui a remis son son, les enfants. Allez, coupez votre son correctement, s'il vous plaît. C'est bon pour tout le monde? Pas de questions? Ok. Alors là, on est bon. Et la question 2 aussi, on est bon. Allez. Alors déjà, vous voyez, c'est complètement différent de la partie mathématique. Hein. Mais complètement différent. On voit qu'on manipule une notion qui apparemment est facile, et qui l'est d'ailleurs, mais on voit qu'on demande une maîtrise du cours qui est quand même très significativement supérieure à ce qu'on avait rencontré jusqu'à présent. On voit qu'il y a des petits bugs, il y a des petits pièges. On est vraiment dans la maîtrise technique du cours. Et ça, qu'on le veuille ou pas, en termes de compétences, c'est quelque chose d'important. Parce qu'on se rapproche quand même de la compétence du personnel de santé, quel qu'il soit. Que ce soit une expertise médicamenteuse ou une expertise en pathologie, on veut que la personne ait une maîtrise de la situation. Alors attention, la maîtrise de la situation, ça ne veut pas dire savoir tout faire. La maîtrise de la situation, ça peut aussi être savoir contacter la bonne personne qui va pouvoir après relayer l'étude du patient. Donc, on veut une maîtrise de la situation. Voilà. Et ça, en termes de compétences, c'est assez intéressant. Parce qu'au lycée, vous n'avez pas l'habitude d'être pointillé comme ça. Au lycée, souvent, vous apprenez des formules sans vous rendre compte de ce qu'il y a derrière.
Souvent, c'est du par cœur sans compréhension. Et là, on se rend compte que c'est assez intéressant. On vous demande vraiment d'être un peu plus fin que ça. Allez, question 4. Soit P une probabilité et A et B deux événements indépendants et non vides. Donc, on est sur la notion d'indépendance cette fois-ci, d'accord? Donc, je rappelle ce que c'est que l'indépendance. Non, je ne rappelle pas. Hein, vous l'avez derrière, vous l'avez dans vos notes. Donc, ce n'est pas la peine que je me casse la tête à vous faire des allers-retours. Alors, du coup, réfléchissons 2 petites secondes. P de A sachant B est égal à P de A par cours. D'accord? P de A sachant B est égal à P de A et non pas P de B. Et déjà ça, hop, on va voir ailleurs si on y est. P de A et B égale à P de A fois P de B, absolument. C'est une formule de cours sur l'indépendance. Et alors, en fait, je ne suis pas rentré dans les détails, mais pour que cette formule fonctionne, il faut en effet que les événements soient non vides. Sinon, ils n'auraient pas pu être indépendants. C'est la raison pour laquelle, ici, il y a une petite rigueur qui est assez intéressante. On dit que les événements sont non vides. Bon, peu importe. La C, non. La C ne fonctionne que s'il y a incompatibilité et non pas indépendance. Donc, du coup, l'indépendance et l'incompatibilité n'étant pas liées, ça dégage. Et ensuite, P de A sachant B égale à P de A, P de l'intersection sur P du sachant. Cette formule est toujours vraie. Donc, a fortiori si les événements sont indépendants. Voilà. Et enfin, la dernière, c'est une formule qui est toujours vraie. Donc, a fortiori si les événements sont indépendants. Donc ici, finalement, nous avons 3 réponses qui sont toujours vraies, une qui résulte de la définition d'indépendance et 2 qui sont toujours vraies, naturellement. Et vous voyez que le non vide est intéressant ici parce que ça permet de diviser par quelque chose qui n'est pas égal à 0, mathématiquement. Hein, donc le non vide ici, il n'est pas innocent. Voilà pour cette question 4 qui est assez facile. Et on passe à la question 5. Voilà. Alors, là où ça devient intéressant, c'est qu'on va avoir des exercices qui ne sont pas que des exercices de cours. C'est d'ailleurs un peu plus rare, c'est-à-dire que vous avez plutôt des exercices qui vont aller vers ce genre de choses-là. Alors les questions 5 et 6, c'est des questions que j'ai conçues, soit qui ressemblent à des choses que vous avez faites en terminale, d'accord, qui sont donc pas des questions d'annales, mais qui ressemblent à des questions d'annales. Et en fait, elles ont pour objectif de vous montrer comment les choses fonctionnent. Je vous rappelle que vous avez 1,30 par question. Revenons maintenant sur le cours que vous avez connu en première et en terminale. Alors, je dis en première et en terminale parce que je ne sais plus où c'est maintenant. Avant, c'était en terminale, maintenant, je me c'est en première. À quel moment avez-vous fait la formule des probabilités totales? En première ou en terminale? Je ne sais plus, ça n'a pas d'importance. On va réviser un petit peu ce que vous avez rencontré. Et vous avez rencontré la situation suivante. Vous avez un événement, 2 ou 3. Bon, nous, on va avoir 2 événements, d'accord? On va les appeler A et A bar, comme ça, c'est assez facile. Et puis, vous avez un deuxième événement qui se réalise ou pas. Donc, nous, on va faciliter les choses, B, B bar. Alors, bien sûr, il peut y en avoir 3, il peut y en avoir plus, un événement, d'accord? Mais on va dire que ça, c'est la situation que vous avez le plus souvent rencontrée. Et vous avez rencontré cette situation, donc cette représentation graphique porte un nom, ça s'appelle un arbre. Et vous avez rencontré la notion d'arbre pondéré. Pondéré, ça veut dire coefficienté. Et donc, vous avez en général mis des petits nombres. Alors, j'invente ici 0,9 par exemple, donc 0,1, 0,8 ici, 0,7 ici. J'invente totalement. Bon. Et donc, ça, c'est la notion d'arbre pondéré. Et vous avez appris à faire fonctionner cet arbre pondéré pour pouvoir calculer n'importe quelle probabilité. Alors, il y a des règles de fonctionnement de l'arbre. Je vais les rappeler parce que c'est assez intéressant. Vous avez une première règle qui dit que, alors je les dicte les enfants, vous avez la vidéo, je gagne du temps, d'accord? Je n'ai pas tout marqué, hein, on n'est pas sur un cours de 2 heures. Donc la première règle, c'est la somme des branches issues d'un même nœud, la somme des coefficients des branches issues d'un même nœud est égale à 1. Alors qu'est-ce que c'est qu'un nœud? Un nœud, c'est ici, ici, ici. Donc, la somme des coefficients des branches issues d'un même nœud doit être égale à 1. C'est la raison pour laquelle, si je mets 0,9 ici, ben forcément, hop là, je change de couleur pour que vous compreniez que c'est calculé grâce à l'énoncé, j'ai forcément 0,1 ici, parce que la somme des coefficients des branches issues d'un même nœud est toujours égale à 1. C'est la règle de fonctionnement numéro 1 de l'arbre. Donc, du coup, bien entendu, cela signifie qu'ici, on va avoir 0,2. Et ici, on va avoir 0,3. OK.
Alors, il y a d'autres règles, règles de fonctionnement de l'arbre, et je vais vous en donner quelques-unes. Mais avant tout, je vais vous donner les niveaux de fonctionnement d'un arbre. Le niveau 1, c'est la lecture directe de l'arbre, en se servant ou pas de la règle que je viens de dicter. Lecture directe, donc ça veut dire qu'on peut avoir P de A, P de A bar, on peut avoir A, on peut avoir quoi d'autre? Et là déjà, il y a une petite nuance, le nombre qui est ici n'est pas P de B. Le nombre qui est ici, bien entendu, c'est P de B parmi les A, sachant A. Donc le nombre que nous pouvons lire, c'est P de B sachant A. Donc faites attention, il y en a qui ne comprennent pas cette subtilité, c'est hyper facile, hein, la plupart la comprennent en général. Et donc j'ai donc P de B sachant A, mais j'ai aussi P de B bar sachant A, mais j'ai aussi P de B sachant A bar, qui ici en l'occurrence vaut 0,7, et vous avez bien entendu P de B bar sachant A bar, qui vaut donc 0,3. Donc en niveau 1, j'ai 6 probabilités qui sont en lecture directe, en interprétation d'énoncé. Alors le niveau 2, quel est-il? Le niveau 2, c'est ce que j'appelle les probabilités de réalisation simultanée. Aziza, je t'écoute. Ou Matane, pardonne-moi, quel est ton nom? C'est Matane. Pas de souci. Vas-y, je t'écoute. Une fois qu'on aura extrait, quand on aura extrait P de B et P de B bar, est-ce que le P de B bar, il sera tout le temps le complémentaire de P de B par rapport à 1, c'est-à-dire que 1 moins P de B égale P de B bar? Toujours, par définition, les événements Très bien. complémentaires. Toujours, absolument. Et c'est un critère de vérification de tes calculs. Merci. Mais on n'en est pas encore là. J'en suis au niveau 2. Au niveau 2, c'est probabilité de réalisation simultanée, ça veut dire les deux à la fois. Et donc, ça veut dire que nous allons calculer au niveau 2 P de A et B. Alors là, j'ai bien dit calculer, hein, je n'ai pas dit lire. Hein. Comment fait-on pour calculer A et B, la probabilité de A et B? Ben, c'est très simple. En fait, vous avez ici une branche qui mène à A et une autre branche qui mène à B. Et si vous réfléchissez bien, c'est la seule branche, le seul chemin plus exactement, qui mène à la fois à A et à B. C'est ce qu'on appelle les probabilités de réalisation simultanée. Donc, règle numéro 2 de l'arbre, lorsqu'on parcourt des chemins, les probabilités se multiplient entre elles. Donc, du coup, ici, ça veut dire qu'on va avoir ça fois ça. Alors, du coup, numériquement parlant, c'est facile, ça fait 0,9 fois 0,8. Mais voyez qu'on retombe sur la formule qu'on a vue tout à l'heure, ça fait bien P de A fois P de B sachant A. C'est la formule universelle qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc, on retombe, bien entendu, sur les formules de cours. Donc, je répète, règle numéro 2, lorsqu'on parcourt un chemin, les probabilités se multiplient entre elles. Donc, du coup, petite révision, parce que malheureusement, j'ai pu observer au cours de mes nombreuses années à vos côtés que beaucoup d'entre vous étaient mauvais en calcul mental, et c'est problématique puisqu'il n'y a pas de calculatrice. Donc ici, bien sûr, on retombe sur P de A fois P de B sachant A, mais on s'en moque parce qu'on est en concours et qu'on a juste des calculs à faire. On se ramène surtout à 0,9 fois 0,8. Alors, je rappelle les règles de multiplication de nombres décimaux. Vous faites abstraction des zéros, c'est-à-dire des nombres après, des zéros qui sont après le nombre ou des zéros qui sont avant. Vous en faites abstraction et vous vous intéressez dans votre tête à 9 fois 8. Alors, déjà là, je suis désolé, mais je sais que pour vous, c'est un problème pour certains qui ne connaissent pas du tout leur table de multiplication. Sans vouloir être trop sévère, sachez que c'est absolument affligeant. Ça, c'est quelque chose que moi j'observe en tant que prof de maths. C'est vraiment quelque chose qui est terrible, mais à tous les niveaux, quoi. Même chez les préparationnaires en MPSI, PCSI, je tombe régulièrement sur des gens qui ne connaissent pas correctement leur table de multiplication. Bon, bref, 9 fois 8, ça fait 72. Et ensuite, la règle qu'il faut connaître est la suivante. Le résultat possède un nombre de chiffres derrière la virgule qui est égal à la somme des chiffres après la virgule. Je m'explique. Ici, vous avez un chiffre après la virgule, et là, vous avez un deuxième chiffre après la virgule. Le nombre au final aura donc 2 chiffres après la virgule. En résumé, 9 fois 8, ça fait 72, et je dois avoir 2 chiffres après la virgule. Le résultat est donc 0,72. Voilà comment ça fonctionne. D'accord? Alors, du coup, ce niveau 2, eh bien, je peux calculer 4 probabilités. Ici, vous en aviez 6 avec le niveau 1. Ben là, j'en ai 4 nouveaux. Et donc, j'ai P de A et B, mais j'ai aussi P de A et B bar. J'ai aussi P de
A bar et B. Et je vais avoir aussi P2, A bar et B bar. Ça, c'est ce que j'appelle le niveau 2. Alors, A et B bar. A, B bar. 9 fois 2, 18. 0,18. A bar et B. A bar et B, là, il y a pas mal d'erreurs de calcul. Je ne vais pas vous mentir. A bar et B. Vous voyez, 1 fois 7, 7. Oui, sauf que le 7, il est 2 chiffres après la virgule. Donc, c'est 0,07. Et A bar et B bar. A bar et B bar, A bar et B bar. Donc, hop là. Ici et ici. Et donc, ça fait 1 fois 3, 3. Mais comme on a 2 chiffres après la virgule, ça fait du 0,03. Voilà. Donc, du coup, voilà le niveau 2, 4 probabilités supplémentaires que nous sommes en mesure de calculer. Pas de questions sur ces deux premiers niveaux, on est sur du facile quand même pour l'instant. Niveau 3. Niveau 3 sur 4. Niveau 3, c'est le calcul des probabilités de deuxième génération. Je répète, le calcul des probabilités de deuxième génération. Qu'est-ce que c'est que les deuxièmes générations? Eh bien, c'est tout simplement les probabilités qui sont ici. Autrement dit, il n'y a que deux probabilités que nous allons calculer. C'est P de B et P de B bar. Alors, au passage, si vous avez P de B, en vertu de ce que Mathan a dit tout à l'heure, bien entendu, ce n'est pas la peine de tout recommencer. P de B bar égale à 1 moins P de B, cela va de soi. Alors, comment faire pour calculer P de B? Eh bien, B, si vous le regardez bien, vous en avez un peu ici et un peu ici. Ici et ici. Autrement dit, il y a deux chemins qui mènent à B. Vous avez ce chemin-là, mais aussi ce chemin-là. Règle numéro 3 du fonctionnement d'un arbre, lorsqu'on change de chemin, les probabilités s'additionnent. Je répète, lorsqu'on change de chemin, les probabilités s'additionnent. Lorsqu'on parcourt un chemin, les probabilités se multiplient entre elles. Lorsqu'on change de chemin, les probabilités s'additionnent. Donc ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient soit en termes de formule, P de A fois P de B sachant A. Oui, j'ai fait version terminale, là, les P de A sachant B, d'accord? Plus P de A bar fois P de B sachant A bar. En termes de calcul, on obtient 0,9 fois 0,8 plus 0,1 fois 0,7. Ce qui fait donc 0,72 plus 0,07, ce qui fait 0,79 dans notre raison. Ça, c'est le niveau 3. D'accord? Très bien. Alors, P de B bar, c'est donc le complémentaire de P de B pour aller à 1, donc c'est 0,21. Mais on peut l'obtenir de la façon suivante également. On peut obtenir P de B bar, soit en faisant 1 moins 0,79, soit en faisant la règle que nous venons de faire, c'est-à-dire 0,9 fois 0,2 plus 0,1 fois 0,3. Ce qui fait donc 0,18 plus 0,3, 0,03, pardon, et ça fait 0,21, on s'en doutait, puisque c'est bien le complémentaire de 0,79 pour faire 1. Ça, c'est donc le niveau 3. Nous avons calculé deux probabilités supplémentaires. Donc, vous avez 6 en lecture directe, 4 en calcul rapide, 2 en calcul plus compliqué. Pour ceux que ça intéresse, la formule utilisée porte un nom, ça s'appelle la formule des probabilités totales. La FPT. Formule des probabilités totales. OK. Donc, on a bien avancé. Toujours pas de questions? Alors, je continue avec le niveau 4. Niveau 4, on va le faire comme ça. On a quelle page? 2 sur 8. Donc, voilà. Et je vais effacer ici. OK.
Alors, le niveau 4, donc je refais mon arbre. J'avais mis A et A bar avec 0,9. Et ensuite B et B bar. Et j'avais mis 0,7 et 0,8. Et donc, en fait, si vous réfléchissez bien, il ne me reste plus que 4 probabilités qui me manquent. Et j'aurai toutes les probabilités possibles imaginables avec A et B. Donc, le niveau 4, c'est le calcul des probabilités conditionnelles inversées. Je répète, c'est le calcul des probabilités conditionnelles inversées. Dans l'arbre en lecture directe, nous avons P de B sachant A. Eh bien, ce que je vais calculer, c'est P de A sachant B. Celle-ci n'apparaît pas dans mon arbre. P de A sachant B, par définition, c'est P de l'intersection sur P du sachant. Or, P de l'intersection, c'est niveau 2, et P du sachant, c'est niveau 3. Voilà pourquoi la probabilité conditionnelle inversée, c'est le niveau 4. Alors, P de A et B, bah, rapidement, 0,9 fois 0,8, ça fait 0,72. Et P de B, c'était donc 0,80, je sais pas, non, 0,79, c'était. Et ça fait donc 72 ou 79. Multipliant par 100 en haut et en bas pour simplifier la fraction, comme vous l'avez appris en CM2 et au collège. Donc, voilà le niveau 4. Et donc, vous pouvez calculer de cette façon-là, P de A sachant B bar, mais aussi... Alors, il ne veut pas me mettre B bar. Ok, on va écrire. P de A sachant B bar. Voilà. Mais aussi P de A bar sachant B, ou bien P de A bar sachant B bar. C'est-à-dire toutes les probabilités conditionnelles inversées. Voilà pour le niveau 4. Donc, révision de ce que vous avez vu en première ou terminale, je ne sais plus maintenant. C'est en terminale il y a peu de temps, mais ce n'est pas impossible que ce soit en première. Et si j'ai fait ça, c'est que ça peut vous être utile en passe, las, passe, s, enfin, je sais plus. Sauf que, on va dire, c'est à peu près 10% de chance d'utilité. Donc, si j'ai fait ça, c'est pas pour rien, d'accord? C'est qu'il fallait le faire. Mais en réalité, je vous rappelle que vous avez une 30. Et en une 30, si encore la question porte que sur un seul objet, pourquoi pas? On fait un calcul et puis voilà. Mais si la question porte sur plusieurs objets à la fois, c'est absolument infaisable de travailler en une 30 avec l'arbre de probabilité. Et c'est la raison pour laquelle il faut que je vous montre l'outil le plus important, mais de très loin, mais de très très loin. C'est un outil qui est négligé au lycée. Ne me demandez pas pourquoi, parce qu'il est trop facile peut-être, et pourtant c'est l'outil par lequel vous avez commencé à travailler dès la classe de CE2, si vous voulez savoir. Je sais parce que j'ai mon fils dans CE2. C'est le tableau à double entrée. Donc moi, je vais vous montrer maintenant comment on fait cet exercice avec un tableau à double entrée. Donc je reprends cet exercice, et on va le lire, et en fait, on ne va pas du tout faire un arbre. Donc, page 3, tac, voilà. Et maintenant, on va lire l'énoncé, et on va voir comment ça fonctionne. Dans un groupe de 3000 étudiants en première année de médecine, 2700 sont atteints de stress chronique. Oui, et en plus, je me suis amusé à faire un énoncé sarcastique. Sachant que 1200 étudiants de ce groupe sont doublants. Donc déjà, vous voyez, on observe des modalités, ce qu'on appelle des modalités. Vous avez des étudiants qui sont primants, des étudiants qui sont doublants. Donc déjà, vous avez une modalité, primant ou doublant. Et puis après, vous avez une deuxième modalité, stress ou pas stress. Eh bien, quand vous avez deux modalités, l'outil le plus abordable, 90%, dans 90% des cas, j'ai envie de dire 95% des cas, eh bien, c'est le tableau de montre. Et donc ici, naturellement, on va faire un truc que vous n'avez pas fait depuis longtemps, peut-être. C'est ça. Et voilà, je vais avoir des gens qui sont stressés, des gens qui ne sont pas stressés, des gens qui sont en première année, des gens qui sont en deuxième année. Et vous allez voir qu'on va remplir ce tableau avec une facilité déconcertante. Donc déjà, on a 3000 étudiants. Je réfléchis, je me pose. Où vais-je marquer le nombre 3000? C'est facile, c'est le total des totaux. Sachez que ces colonnes-là, qui sont des sous-totaux, on appelle ça des marginales. C'est en marge. 1200 étudiants sont doublants. Eh bien, je vais donc marquer 1200
au total des doublants, ici. Et vous pouvez observer un phénomène qui est hyper pratique dans le tableau, c'est que quand vous avez une information, vous pouvez toujours renseigner une deuxième information. Et donc, on voit qu'on peut immédiatement calculer ici le total des primants. C'est le complément de 1200 pour aller à 3000. Alors, le complément de 1200 pour aller à 3000, ce n'est pas très compliqué, d'accord? Ce n'est pas 2800, c'est 1800. Je continue. Donc, 2700, d'ailleurs, j'aurais dû commencer par ce nombre-là, sont atteints de stress. 2700 sont stressés. 2700. Et vous voyez qu'automatiquement, je peux renseigner un nom. Et là, on a une agréable surprise. On se rend compte qu'avec encore une seule information, une seule, je suis capable de renseigner toutes les cases de mon tableau. Et sachez que, je n'ai pas fait de cours sur le tableau, mais vous allez le voir à plusieurs reprises, sachez que lorsqu'un tableau est renseigné, nous pouvons répondre à toutes les questions en lecture directe. Là, il n'y a même plus de formule de probabilité totale. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le niveau 4, ça porte un nom, ça s'appelle la formule de Bayes. D'accord? Et c'est marqué dans votre cours de médecine. Avec un tableau, vous avez une lecture directe de toutes les informations. Et ici, donc, cette information, nous l'avons. Nous l'avons puisqu'ici, on vous dit, Matane, je t'écoute. Est-ce qu'on a un brouillon quand on répond au QCM? Non, pas à ma connaissance. Tu écris sur le sujet, me semble-t-il. Mais Ok. le mieux, c'est de demander au tuteur. Parce que Ils prennent en compte que les réponses qu'on va entourer. Tu ne les entoures pas. Normalement, tu as une grille. Vous ne l'avez pas encore eu, ça? Vous avez une grille de réponses, tu sais, ça se présente sous cette forme-là. Mais alors, je te dis, je parle au conditionnel parce que ça peut changer et ça fait quelques années que je n'ai pas vu les derniers documents récents, tu vois. Mais je peux te dire que pendant de très nombreuses années, ça n'avait pas changé. Donc, en fait, tu as ici, si ma mémoire est bonne, tu as une question, tu vois, et tu vas avoir A, B, C, D, E, et tu vas cocher ce qui compte, tu vois. Et par contre, il ne faudra pas te planter parce que comme normalement, si je ne me trompe pas, la correction se fait par lecture optique, tu n'as pas intérêt à mal cocher ou à te planter. Donc, il faut que tu coches bien, tu vois, voilà, par exemple, là, c'est C, voilà, là, c'est A, voilà. Et tu coches ce que tu veux cocher, voilà, ACD. Et après, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en fait, tu rends une grille hein, tout simplement. C'est une seule feuille que tu rends. Ça se corrige super vite. Mais donc, le brouillon ne sera pas pris en compte? Ah non, il n'y a pas de brouillon pour moi. Renseigne-toi, mais je me demande si tu n'écris pas sur le sujet carrément. C'est ça que je veux dire, c'est que ce qu'on aura écrit sur le sujet pour trouver la réponse, ça ne sera pas pris en compte. Non, tu as une grille de réponse en parallèle. Très bien, merci. Voilà. Je rappelle, hein, demandez vos tuteurs pour confirmation de ce que je vous dis. Il n'y a aucune raison pour que ça ait changé, mais vous savez qu'il y a tellement de choses en mutation ces derniers temps que le mieux, c'est de demander à vos tuteurs, mais c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Tu as un énoncé et tu as la grille réponse, et c'est la grille réponse que tu rends. Je reviens sur mon énoncé, 75% des doublants sont victimes de stress chronique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi les 1200, vous en avez 75% qui sont stressés. Alors 75%, c'est 3/4. Il faut être, voyez, il faut être fut-fut, hein, il faut bien connaître ses fractions de base. 25%, c'est 1/4. Voilà. Et 75%, c'est vraiment 3/4. Les écritures que je viens de faire, elles sont parfaitement exactes mathématiquement, figurez-vous, puisque 25%, c'est pareil que 25 sur 100. Donc, 1200, je divise par 4. Et je connais mes tables de multiplication. Hein, 12 divisé par 4, je sais faire, ça fait 3. Donc 300. Et je multiplie le résultat par 3, ça fait 900. J'ai donc 900 ici. Et vous pouvez observer que je peux renseigner mon tableau sans aucune difficulté. De 900 pour aller à 1200, eh bien j'ai 300. Et ici maintenant, de 300 pour aller à 300, j'ai 0. Et donc du coup ici j'ai 1800. Et vous pouvez vérifier que vous avez fait juste, puisque 1800 à 900, ça fait bien 2700. Et donc, j'adore cet exercice, je me suis régalé à le faire. Quelle est la probabilité, si on tire un étudiant au hasard dans ce groupe, d'avoir un primant non stressé? Où se trouve... Alors, primant non stressé, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 et S bar. C'est ça que ça veut dire, primant non stressé. Où se situe 1 et S bar? Dans l'arbre qu'on a vu tout à l'heure, il fallait faire le produit des branches. Mais ici, pas du tout. 1 et S bar, vous l'avez déjà deviné, c'est l'intersection de la ligne 1 avec la colonne S bar.
c'est ici. Et donc, il n'y a aucune chance d'avoir un primat non stressé. J'adore cet exercice. Et donc, la probabilité vaut 0. Réponse C. Voilà. Alors, je profite de cet arbre pour vous montrer qu'en fait, on peut tout calculer en première lecture. Que vaut par exemple P de S? P de S, eh bien, pour le calculer, c'est enfantin. Il faut juste bien comprendre. Je prends le total des S, 2700, et je divise par le total des totaux, par 3000. Alors après, on peut éventuellement faire des calculs pour simplifier, voir si le nombre n'est pas plus simple. C'est le cas ici, hein. Vous avez 2 zéros qui partent en haut et en bas, et après, vous table de 3, ça fait 9 sur 10, hein. Donc ça fait du 0,9, ça fait du 90%. Donc, P de S se fait en lecture directe. Mais P de 1 aussi se fait en lecture directe, puisque P de 1, c'est quoi? C'est le total des 1 divisé par le total des totaux. Donc, on obtient 1800 sur 30. Sur 3000, je veux dire. Là encore, ça se simplifie. Simplification par 100, 18 sur 30. Simplification par 3, 6 dixièmes. Donc 60%. Or, si vous vous souvenez de ce que j'ai fait sur l'arbre tout à l'heure, la probabilité de deuxième génération, c'était niveau 4. C'était pas niveau 2, c'était pas niveau 3, c'était niveau 4. Il fallait passer par le niveau 2, le niveau 3 et faire la formule des probabilités conditionnelles. Et là, vous voyez qu'avec l'outil qui est le tableau, quelle que soit la probabilité que vous voulez calculer, ça se fait en lecture directe. C'est hyper impressionnant. Et croyez-moi qu'en 1.30, c'est cet outil-là qu'il faut développer, bien entendu. Ce n'est pas notre outil. Et vous avez au moins 90% de chances de devoir l'utiliser. Attention, il existe des questions à arbre, incontestablement. Ça, vous ne me ferez pas dire le contraire. Mais dans le cas général, ce sont les tableaux que nous utilisons. C'est vraiment un réflexe que je vais vous demander d'avoir, faire un tableau systématiquement. Alors, regardez, l'intersection, on a vu, elle est là. L'intersection, c'est ça, c'est une de ces 4 cases. Le total, c'est sous-total divisé par le total des totaux. Voilà, donc ça, c'est hyper facile. Et qu'est-ce que c'est qu'une probabilité conditionnelle? Par exemple, si je veux la probabilité, je ne sais pas moi, de ne pas être stressé, sachant qu'on est en 2e année. Bon, eh bien, c'est P l'intersection sur P du sachant. D'accord? Mais en fait, on peut le voir autrement. Ici, on peut le voir autrement. Si on est sachant 2, il faut que vous compreniez ce que ça signifie. Ça veut dire qu'on est parmi les doublons. Ce qui veut dire que tout le reste du tableau ne compte pas. La seule chose qui va compter, c'est le parmi 2. Et parmi 2, nous allons regarder les S-bars. Et combien y a-t-il de S-bars? Eh bien, il y en a 300. Sur combien? Sur 1200. On n'est plus sur 3000, puisqu'on est sachant S2. Hein, on n'est que parmi la ligne numéro 2. Et par conséquent, en lecture directe, encore une fois, on obtient 300 sur 1200, ce qui fait qu'on obtient 25%, bien sûr. C'était, on savait très bien, parce que c'était 75% d'annoncé. Mais c'est pour montrer comment ça fonctionne. Donc, même les probabilités conditionnelles se font en lecture directe, sauf que ce n'est plus divisé par 3000. C'est divisé par le total du sachant. D'accord? Et donc, en fait, le tableau, c'est une tuerie monumentale. Tout se fait à une vitesse fulgurante. Alors, je vais vous montrer comment manipuler le tableau avec des exercices de terminale ou de première. Et donc, on fait cet exercice qui est un grand classique, les machines avec un taux de défectuosité. Voilà. La machine A qui produit des pièces, il y en a qui sont défectueuses. Enfin, honnêtement, je pense que vous avez tous fait ce type d'exercice. Et là, si vous regardez les questions qui sont posées, c'est horrible. Parce que P de D, c'est la formule des probabilités totales. D et A, c'est le niveau 2. D bar sachant B, c'est le niveau 4. P de D, heureusement qu'on a 3 fois une question, donc là, ça me fait gagner un peu de temps. Mais vous vous rendez compte que si j'utilise l'arbre, j'ai tous les niveaux qui sont concernés à des degrés divers et variés. En plus, ici, c'est un D bar que j'ai, c'est pas un D, là c'est B, c'est plus un A, là c'est D, là c'est A. Donc vous voyez, il n'y a rien qui fonctionne correctement avec l'arbre. Or, on a en moyenne 1,30 par question. 20 questions, 30 minutes. Comment voulez-vous vous en sortir avec un arbre? Ça n'est pas possible. Nous allons faire un tableau. Nous allons faire un tableau et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors ici, nous allons faire un tableau d'effectifs. Nous avons seulement des pourcentages dans l'énoncé. D'accord?
40%, 60%, 3%, 5%. Eh bien, qu'à cela ne tienne, ça n'est pas dérangeant. Nous allons faire un tableau d'effectifs par rapport à un total des totaux égal à 100. Autrement dit, le tableau, c'est enfantin, deux machines, A et B, A ou B. Et j'ai une modalité supplémentaire, soit c'est défectueux, soit ça n'est pas défectueux. Et je vais faire un tableau d'effectifs, ça veut dire que de façon maligne, je décide que le total des totaux sera égal à 100. Ça, ce n'est pas l'énoncé qui me le dit, c'est un réflexe que j'ai, je vais faire un tableau par rapport à 100. C'est plus facile que faire un tableau avec le nombre à virgule. Maintenant, je relis l'énoncé, vous allez voir que tout va tomber assez facilement. Deux machines A et B produisent des pièces. 40% proviennent de la machine A. 40%. Mais comme je fais un tableau par rapport à 100, ça veut dire que le nombre qu'il faut que j'inscrive dans le tableau, c'est 40. Et le 40, c'est pour la machine A. La machine A, elle est ici. Le total de la machine A se trouve ici. Je marque 40. Et voyez-vous qu'automatiquement, ça veut dire que je dois marquer 60 ici. Ce qui veut dire que l'information qu'on me donne ici, on me prend pour un abruti. Voilà. On me dit qu'il n'y a que deux machines au départ. Donc, s'il y en a une qui fait 40%, l'autre fait 60%. Enfin, c'était stupide. Soit. La machine A produit 3% de pièces défectueuses. Alors, attention, 3% parmi les 40. 3% de 40. Et là, ça remonte au collège. Et vous n'avez pas la calculatrice pour faire ça. Mais c'est facile. Pourcentage de quelque chose, ça se multiplie 3 fois 4. Donc après, vous réfléchissez un petit peu. D'accord? 3%, 3 fois 4. Alors, on est sur du 12. Mais comprenez bien que ce ne sera pas 12 la réponse, parce que 12 sur 40, c'est plutôt 30%. On est sur du 1,2. Donc ici, je vais marquer 1,2. Et ça n'a pas d'importance d'obtenir des nombres à virgule, parce que j'ai fait un tableau d'effectifs qui est un effectif théorique. Si maintenant, ça vous dérange, alors à ce moment-là, vous mettez 1000 au lieu de mettre 100, comme ça vous aurez 12 et 400, 600. Ça n'a pas d'importance. Je marque 1,2 dans mon tableau. Et si j'ai marqué 1,2 dans mon tableau, à ce moment-là, cela signifie que, alors, 3% des pièces défectueuses, cela veut dire que le complément de 1,2 pour la 40, c'est 38,8. Voilà. Information suivante, la machine B produit 5%. Je dois donc faire 5% de 60. 5 fois 6, 30. Évidemment, ce n'est pas 30 la réponse, parce que 30, c'est 50%. Donc, la réponse sera égale à 3. Et donc, on voit qu'on a 4,2 ici. Là, j'ai 57, et vous complétez comme vous voulez, c'est pas difficile, ça fait 95,8. Mon tableau est complet, je peux répondre à n'importe quelle question. À n'importe quelle question. On me demande P de D, eh bien, ça sera le total des D divisé par 100. 4,2 sur 100. 4,2 sur 100, aucun problème. La A est juste. La D et la E sont fausses. On a bien, vous voyez là, 4,2 sur 100. Hein, le 4, c'est 4 centièmes. Hein, dixième, centième, millième, etc. Donc, ça, c'est vraiment que des notions qui sont vieillottes. Mais si vous n'avez pas abusé de la calculatrice, ce sont des notions qui sont hyper faciles. Bon. D et A. D et A. D et A, je le vois, il est là. D et A. Donc, D et A, non, hein, c'est pas du tout 0,03. Hein. Je n'ai même pas besoin de faire quelques calculs que ce soit. Hop, ça dégage. D bar sachant B. Comprenez bien ce que veut dire le sachant B. Ça veut dire que je ne regarde que la colonne des B. Rien d'autre. Je suis parmi les B. Ok, je vais D bar maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est que D bar? Ça sera ce nombre divisé par ce nombre. 57 sur 60. Analysons 57 sur 60. Voilà. Table de 3.
Et oui, table de 3. En bas, ça fera 20. Et en haut, ça dépend de vos compétences de calcul mental. Mais 57, c'est presque 60. À 3 près, c'est 3 de moins que 60. Donc, si vous divisez tout par 3, eh bien, ça va faire 1 de moins que 20. Ce qui fait donc 19. Et donc après, là encore, ça dépend de vos compétences. Hein. On peut diviser par 2, tout simplement. Ça fait 9,5 sur 10. Ce qui fait donc 95 sur 100. Et on observe que la réponse est exacte. Très joli exercice. Alors évidemment, hein, quand on est en entraînement, quand on est là, quand on n'a pas encore l'habitude, ben, ça prend du temps. Mais là, on a un outil qui sera utilisable en 1030, mais sans problème. Moi, j'ai au moins la moitié de mes promos qui se débrouillent sans problème sur ça. Dès qu'on est un peu sérieux, on s'entraîne. Disons que ceux qui n'y parviennent pas, malheureusement, ce n'est pas un problème de sérieux, c'est malheureusement un problème de lacune calculatoire. C'est souvent ça que je rencontre. Et là, honnêtement, je ne peux pas faire grand-chose pour vous, les enfants. Voilà, 57, c'est 3 fois 19. Et je vous ai dit comment. J'ai fait la méthode, ce qu'on appelle la méthode de décomposition. J'ai fait 57 dans ma tête. J'ai de suite vu que c'était 60 moins 3. Donc, si vous divisez tout par 3, ça fait 20 moins 1. Vous voyez. Donc, voilà, ça, c'est des méthodes qu'on développe à l'école élémentaire, en toute honnêteté. C'est même pas au collège. Au collège, c'est fini. On vous met la calculatrice dans les mains. Donc, ça, c'est des choses qu'on vous développe en général à l'école élémentaire. Voilà, après, malheureusement, ça dépend de votre niveau, ça dépend de votre attirance scientifique à la chose. Et ça, il y en a qui ont des lacunes qu'ils arrivent à rattraper, il y en a qui ont des lacunes qui sont un peu problématiques. Mais en général, l'outil, par contre, est compris. Dès qu'on est sérieux, dès qu'on bosse un peu, l'outil est compris. Ok, je bavarde, et encore une fois, je ne vais pas avoir le temps de tout faire, hein, mais c'est pas grave, hein. Je pense que je ne vais pas trop vite. Je n'ai pas le sentiment d'aller trop vite. Voilà. Je veux faire passer des messages et je les fais passer. Ok, question 7, on y va, on continue. Question 7. On change de domaine. On va faire une petite révision de quelque chose qui tombe, mais presque jamais. C'est ce qu'on appelle la loi binomiale. Alors, honnêtement, ça tombe. Je crois que ça a dû tomber une fois et encore. Donc, je vais en parler, mais je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Hein. Si c'était dans un autre cours que faire ma médecine, je passerai plus de temps, mais là, ce n'est pas la peine. En gros, pour comprendre la notion de loi binomiale, eh bien, il faut comprendre la notion d'arbre répété. Quoi. Vous allez avoir A et A bar, et ça va se répéter plusieurs fois. A et A bar, A et A bar, voilà, et ainsi de suite. A et A bar, et donc je ne vais pas le faire parce que ça me saoule. Donc, vous avez des puissances de 2 dedans, hein, 8, 16, 32, etc. Et donc, on observe assez rapidement que si vous voulez 3A, il n'y a qu'un seul chemin, c'est le chemin du haut. Si vous voulez 0A, c'est-à-dire 3A bar, il n'y a qu'un seul chemin, c'est le chemin du bas. Et à partir du moment où vous voulez avoir un autre type de résultat, eh bien, il va falloir considérer tous les chemins qui mènent à ce résultat. Et vous avez appris que normalement, il y a un coefficient qui permet de connaître à l'avance le nombre de chemins qui mènent à des résultats. Et ce sont les fameux nombres parmi, les P parmi N que vous avez appris. Ce sont eux qui donnent le nombre de chemins permettant d'obtenir un certain nombre de succès. Alors, je vous dis, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça tombe tellement trop rarement ce truc-là, ce n'est pas la peine que je me casse la tête. Ici, nous sommes en présence de 4 enfants, d'accord, 4 enfants. Alors oui, c'est une question que j'ai exclue le quartier précédent, non, ça n'a pas lieu d'être. J'ai piqué ça dans c'est une question de PACES, donc ex-PACES, d'une autre fac, de celle de Marseille. Ils s'amusaient à faire la question chez nous. Donc eux, ça tombait plus souvent. Donc vous voyez, j'ai même pas d'exemple à Marseille. Il a fallu que j'aille choper un exemple ailleurs. Donc c'est tellement rarement à Marseille que j'ai pas voulu toucher l'exemple de Marseille. Bon, dans un quartier qui est défavorisé, d'accord, la probabilité d'être atteint de saturnisme est 30%. C'est énorme, c'est énorme. On s'intéresse à la probabilité que 2 enfants exactement de cette famille soient atteints de saturnisme. Donc là, vous avez en fait un arbre. Vous imaginez dans votre tête l'arbre. Hein. Saturnisme, atteint ou pas atteint. Et ça, vous allez l'avoir 4 fois. 4 fois parce qu'il y a 4 enfants. D'accord? Et à chaque fois, vous avez 30% d'être atteint. 30%, c'est le succès. Le succès, entre guillemets, ici, c'est la maladie. Hein, c'est le fait d'avoir la maladie. Alors, du coup, le 0,3, il va être atteint 2 fois. Donc, il va y avoir un 0,3 au carré. Et le 0,7, il va être atteint 2 fois. Il va donc avoir un 0,7 au carré. Ça, c'est une certitude.
Ensuite, il faut comprendre. Donc, du coup, alors le E, je ne peux pas encore le dire, mais on va soupçonner qu'il va y avoir un calcul qui sera juste. 0,3 fois 2, c'est complètement inventé. Ça n'existe pas en proba. Donc, nous, ici, on va avoir lui, lui et lui qui sont candidats. Et donc, la question qui va être la suivante, parmi les 16 possibilités, et bien oui, pourquoi 16? Parce que j'ai 4 enfants, donc 2 puissance 4, ça fait 16. Parmi les 16 possibilités, j'en ai combien qui passent par 2 saturnismes et 2 non-saturnismes? Et donc, ce nombre-là, on peut le prévoir à l'avance. Et quand on le prévoit à l'avance, on sait que c'est 2 parmi 4. 2 parmi 4. Et donc là, c'est là que le bas blesse. La question, c'est est-ce que vous savez ce que vaut 2 parmi 4? Alors déjà, premièrement, ça ne vaut pas 1. Donc, ce n'est pas la réponse A. Ensuite, ça ne vaudra pas 4 non plus, parce qu'en fait, ce qui vaut 1 et 4, c'est 0 parmi 4, ça fait 1, et 1 parmi 4, ça fait 4. Voilà. Et enfin, 2 parmi 4, pour vous donner une réponse quand même qui est un peu plus équilibrée, vous avez certainement dû apprendre à calculer les parmi avec le triangle de Pascal. Non, pas apprendre, en tout cas, vous l'avez vu, le triangle de Pascal. Et je vous remontre comment il fonctionne rapidement. 1, 1, 1, 1, 2, 1. Donc, en fait, pour obtenir un nombre, vous faites la somme de celui qui est au-dessus, plus celui qui est à gauche de celui qui est au-dessus. Et donc, quand on continue cet arbre-là, ce triangle-là, ça fait 1, 3, 3, 1, et 1, 4, 6, 4, 1. Et c'est là qu'on a l'agréable surprise de voir que ça fait 6. Donc, c'est D la bonne réponse. Et voilà pour cette question 7, où j'ai fait un très très bref rappel concernant la loi binomiale. Mais je vous dis, ça ne sert à rien que je fasse plus. Sauf si ça vous sert vous maintenant et que vous avez besoin d'un cours particulier dessus, mais honnêtement, ce n'est pas le cas. On passe à la question suivante. Question 8. On considère des familles de 3 enfants. On admet que la naissance d'une fille est aussi probable que celle d'un garçon. Alors sachez que oui, de façon arrondie, c'est vrai, 50-50, et en fait c'est faux. Dans la réalité, on est plus proche du 52-48, figurez-vous. 52% de garçons, 48% de filles. Admettons que la naissance d'une fille et d'un garçon soit plus probable et que les naissances soient indépendantes. Alors ça aussi, c'est intéressant, parce que vous voyez, c'est des questions que vous ne posez pas au lycée, c'est bien dommage. Mais en fait, on pourrait s'interroger. Je vous donne un exemple. Vous allez avoir quelqu'un qui va avoir, un couple qui va avoir 3 filles. Et il va vouloir faire un 4e enfant en se disant, j'ai une chance sur 2 d'avoir un garçon, une chance sur 2 que d'avoir une fille. Eh bien, sachez que, médicalement parlant, rien n'est moins sûr. Parce qu'il se pourrait que génétiquement, il y ait une augmentation de chances dans ce couple d'avoir des filles. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, d'accord? Je serais incapable de vous décrire le processus au niveau cellulaire ou quoi que ce soit, mais sachez que lorsque la génétique intervient, eh bien vous avez des prépondérances, vous avez des probabilités qui augmentent ou qui diminuent selon certaines choses. Et donc, en fait, on démontre, et c'est véridique, on démontre qu'au sein d'une même famille, les naissances ne sont pas indépendantes. Voilà. C'est véridique. Et donc, en fait, oui, on peut avoir un garçon quand on a 3 filles, mais peut-être que la probabilité d'avoir une fille est peut-être un peu supérieure à celle d'avoir un garçon malgré tout, et que le risque couru est plus important. Tu vas devoir remplir en noir une case. Ah oui, non, ça c'est un truc que j'ai pas vu avant. Ok. Donc, ici, 3 enfants. Alors, si vous voulez, hein, là, avec 3 enfants, si vous avez besoin, moi, je voudrais que vous appreniez à le faire dans votre tête. Mais sinon, voilà, fille, garçon. Avec 3 enfants, c'est facile, c'est rapide, ça on peut le faire. Au bouillon. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est assez rapide. Alors, quelle est la probabilité d'avoir au moins un garçon? Donc là, petit piège de lycée, au moins un, le contraire, c'est aucun. Aucun garçon, c'est avoir 3 filles. 3 filles, c'est une chance sur 8, puisqu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à 3 filles. Donc, la probabilité d'avoir au moins un garçon est bien égale à 7 sur 8. Donc, je répète, 3 filles, c'est 1 sur 8. Donc, au moins un garçon, c'est 7 sur 8. Quelle est la probabilité d'avoir un seul garçon? Un seul garçon, il faut chercher les chemins.
vous avez fille, garçon, donc vous avez une première possibilité qui est ici. Vous allez avoir fille, garçon, fille, une deuxième possibilité qui est ici. Et garçon, fille, une troisième possibilité qui est ici. Donc en fait, c'est 3 sur 8. La probabilité d'avoir un garçon n'est pas égale à 1,5, est égale à 3 sur 8. Parce que c'est un garçon parmi les 3 enfants, bien sûr. Donc la B est totalement fausse et la A est parfaitement exacte. Alors, la probabilité que l'aîné soit une fille. Alors là, honnêtement, il faut comprendre une chose. L'aîné, c'est que le premier enfant. Mais le premier enfant, il a une chance sur deux d'être un garçon ou une chance sur deux d'être une fille. Ok. Mais la cadette, c'est un enfant. Et lui aussi, il a une chance sur deux d'être un garçon ou une chance sur deux d'être une fille. Donc, cette écriture-là, elle est abracadabrante, elle paraît pompeuse, mais en fait, elle est bidon. Bien sûr que la probabilité d'avoir une fille à chaque naissance est la même. Donc, du coup, ici, C est validée. De la même façon, la probabilité que l'aîné soit un garçon, c'est la même que la probabilité que l'aîné soit une fille. D'ailleurs, j'aurais dû mettre un EE. Et enfin, la probabilité que d'avoir 3 filles, on a vu que c'était égal à 1 tiers. Voilà. Réponse A, C, D, E pour ce questionnaire qui était facile. Voilà, petite question d'anal, bien sympathique. Et on va commencer à arriver sur la notion de test. Et ça, c'est intéressant et c'est à la mode. Hein. Ça, c'est vraiment à la mode. On est en plein dedans, voilà, mais en plein dedans. Et donc, en fait, ce qui va nous intéresser, nous particulièrement, c'est les situations où vous avez deux modalités. Les gens qui sont malades ou pas, donc porteurs d'une maladie ou pas, oui, plus exactement, porteurs d'une maladie. C'est un petit peu différent, un petit peu nuancé de malade, et vous êtes maintenant très bien placé pour le savoir, puisque, bien entendu, nous avons des asymptomatiques, donc des gens qui sont porteurs de la maladie sans en avoir les symptômes. Donc, le vrai terme médical, c'est porteur de la maladie. Donc, vous avez une première modalité qui est soit je suis porteur de la maladie, soit je ne le suis pas. On dit à ce moment-là qu'on est sain, S-A-I-N. Et puis, vous avez une deuxième modalité. Donc, dans cet énoncé, la deuxième modalité, c'est plus de 50 ans. Voilà. Et donc, moins de 50 ans. Et donc, vous l'avez compris, moi, quand je vois cet énoncé, je ne me pose même pas la question. Je fais immédiatement un arbre. Pardon. Vous avez compris, un tableau. Donc, du coup, très rapidement, voilà, je vais avoir malade et pas malade, et je vais avoir voilà, plus de 50 ou moins. Voilà, d'accord, plus de 50 ou moins de 50. Et donc, vous l'avez compris, je vais faire un tableau d'effectifs par rapport à ça. On y va, on lit l'énoncé et on remplit au fur et à mesure. Dans une population, 20% des sujets sont porteurs d'une maladie M. Hop là, 20. Donc, 80. Parmi les non-porteurs de M, attention, parmi les non-porteurs, ça veut dire seulement ici, seulement dans cette colonne. Donc, c'est parmi 80 et non pas parmi ça. 40% ont plus de 50 ans. 40%, je viens de le dire, c'est pas 40% de 100, c'est 40% de 80. 40% de 80, 40% de 80. 4 x 8, 32. Et 32, c'est le bon nombre. Donc ici, je peux marquer 48. Parmi les porteurs de M, alors, parmi M, on est là, donc ça ne sera pas sur 100, ça sera sur 20. 80% ont plus de 50 ans. Donc là, on est sur du 80% de 20. Ce sujet est effrayant d'actualité. Effrayant. C'est un sujet que je donne depuis 15 ans et il tombe régulièrement, hein, quasiment sous cette forme-là. On peut remplacer plus de 50 ans par plus de 75 ans, les gars. Hein. Voilà. Et on est dans la situation actuelle. Hein. C'est clair et net. Hein. Bon, 80% de 20, 8 fois 2, 16, c'est le bon nombre. Hein. 16, 4, 48, 52. Eh bien, ils peuvent poser n'importe quelle question, ma réponse sera directement mon tableau. L'exercice est plié, l'exercice est fini. Voilà, ils peuvent poser ce qu'ils veulent comme question. Alors, la prévalence, même si on ne sait pas ce que ça veut dire, on comprend avec le M. La prévalence, c'est la probabilité d'être porteur de la maladie. Et c'est un mot qui est utilisé actuellement hein, dans les revues médicales, bien sûr. Hein. Donc, la prévalence, c'est P de M.
P de M, et donc P de M vaut bien sûr 20%. 0,2, 20 sur 100, 20%, d'accord? Il y a beaucoup de façons de l'écrire. Hein. Et vous pouvez aussi écrire un cinquième. Hein. Bon, donc c'est pas A, mais B est vrai. OK. Ensuite, Q. Alors, qu'est-ce que c'est que Q? Marqué dans l'énoncé, c'est la probabilité que cette personne soit... Ah, attention, attention, il faut bien lire l'énoncé. Une personne prise au hasard dans P est âgée de plus de 50 ans, point. Ça veut dire qu'on est parmi les 50 ans. Ça veut dire parmi les 50 ans. Les plus de 50 ans. Ce qui veut dire que je vais seulement regarder ceci. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette probabilité qu'on me demande de calculer? On me dit, c'est la probabilité que cette personne soit porteuse de M. Ça veut dire c'est ça, malade. Mais attention, pas par rapport au 100, par rapport aux plus de 50 ans, donc par rapport à 48. Donc, de façon très rapide, la probabilité qu'on me demande de calculer, c'est 16 sur 48. Bon, je ne sais pas quel est votre niveau de calcul, hein. 16 x 3, 48, hein, les enfants, ça fait un tiers. Donc, c'est la réponse D. La réponse D, pour ceux qu'on est sur linguistique. Voilà, donc B et D pour cette question 9. Et là, on est vraiment, franchement, déjà, si vous avez compris ce truc-là, ça y est, vous avez gagné votre matinée, là, je peux vous dire, vous avez beaucoup gagné. C'est le nerf de la guerre, ce petit cours-là. -là. C'est vraiment très sympa, très facile à comprendre, c'est hyper intéressant. Là, en plus, c'est d'actualité comme jamais cela a été. Bon, bref. Avez-vous des questions? C'est bon pour tout le monde? Allez, next. Question 10. Ah ben, on change. Voilà, on change de topo. Ça y est, on vient sur d'autres. Vous avez compris qu'il y avait plusieurs notions, plusieurs chapitres au fur et à mesure. Et donc, là, maintenant, je vais réviser. C'est une notion de première, ça en général, d'accord? La notion de variable aléatoire discrète et ce qu'on appelle, alors, ce qu'on appelle en médecine la loi de distribution, ce sont les lois de probabilité, si vous préférez, hein, tout simplement. Le vocabulaire, c'est les lois de probabilité que vous connaissez au lycée. On appelle ça loi de distribution il y a 25 ans, on appelle ça loi de distribution. Donc, ici, petite révision de calcul, sans calculatrice. Et c'est le but du jeu. Donc, on y va pour cette question 10. Ici, nous sommes en présence d'un tableau de probabilité. Comment je peux le savoir? Eh bien, si vous regardez bien toutes les valeurs qui sont ici, il y en a 5. Si je fais la somme des probas, qui sont en bas, là, j'obtiens bien 1. Ça me garantit que je suis bien en présence de ce qu'on appelle une loi de probabilité. Oui, la question, je l'ai formulée version moderne. Je n'ai pas mis de loi de distribution, j'ai mis de la probabilité. Okay. Alors, comment calcule-t-on l'espérance? L'espérance, c'est de loin le plus facile, et normalement, vous savez le faire. C'est le haut fois le bas, plus 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 le haut fois le bas. D'accord? Mathématiquement, comme ça, je m'amuse à faire peur à certains, c'est la somme des x et pi. La valeur fois la probabilité associée. Vous faites la somme sur toutes les valeurs aussi. Il faut que je vous apprenne des astuces. Ici, premièrement, veuillez observer assez rapidement que nous sommes en présence d'équiprobabilité. On a 0,2, on a un cinquième partout. Et si vous regardez les valeurs, elles sont parfaitement symétriques par rapport à 0. Donc, de façon évidente et sans aucun calcul, par symétrie et équiprobabilité, l'espérance vaudra 0. C'est obligatoire. Comprenez bien que ce que vous enlevez d'un côté avec le moins 1, vous le récupérez à droite avec le 1. Ce que vous rajoutez avec 2 à droite, vous le perdez avec moins 2 à gauche. Il y a un équilibre parfait par rapport à 0. Donc ça, vous devez le voir de suite. Et en aucun cas, vous devez passer votre temps à calculer. Le A est validé automatiquement. Comment calcule-t-on la variance? Ça, c'est plus compliqué parce que vous savez normalement pas bien le faire à la main. Alors, je vais vous montrer la méthode médecine parce qu'en fait, il y a 2 formules pour calculer la variance. Et la méthode médecine, pour faciliter les choses, ce n'est pas celle qui est enseignée usuellement au lycée. Alors, au lycée, dans mes bouquins, vous verrez qu'il y a 2 méthodes qui sont montrées. En général, votre prof, il en favorise une, à juste titre, qui n'est pas celle de médecine. Donc, je vous explique comment on fait pour trouver la variance en médecine. En fait, vous allez avoir ici xi,
et vous allez créer une ligne qui sera xi moins e de x. Ça veut dire l'écart entre les variables, les valeurs, et l'espérance. Alors, dans cet exercice, c'est bidon. Pourquoi c'est bidon dans cet exercice? Parce que, vu que l'espérance vaut 0, l'écart entre xi et l'espérance, c'est la même. C'est encore une fois moins 2, moins 1, 0, 1. Bon. Et ensuite, vous allez l'élever au carré. Ce qui veut dire que, en fait, je ne vais pas prendre moins 2, je vais prendre 4. 1, 0, 1 et 4. Et maintenant, vous faites l'espérance de cette chose-là. Ça veut dire que vous allez faire le haut fois le bas, le 4 fois le 0,2, plus le 1 fois le 0,2, plus le 0 fois le 0,2, plus le 1 fois le 0,2, plus le 4 fois le 0,2. Et ça, comme par magie, ça donnera la variance de x. Donc, la variance de x, par définition, c'est une des deux définitions, c'est l'espérance de xi moins e de x au carré. Pour ceux qui sont amateurs de formules, parce qu'on peut vous poser des questions sur les formules. C'est rare, non. Et donc ici, en l'occurrence, vous allez avoir donc 4 fois 0,2. Alors je vais tout écrire, mais en fait, faites malin, parce que vous allez voir qu'il y a des choses qui se font en double. Plus 1 fois 0,2, plus 0 fois 0,2, plus 1 fois 0,2, et plus 4 fois 0,2. Et donc, vous allez avoir 4 fois... j'ai mis 0,8, 0,2. 4 fois 0,2, ça fait 0,8. Mais si vous réfléchissez bien, vous l'avez deux fois. Vous l'avez ici, et vous l'avez aussi ici. Ensuite, le 4 fois 0,1, ça fait donc 0,2 plus 0,2. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué ici? Je vais m'en sortir. La fatigue me gagne. 0,8 plus 0,8. Et ensuite, plus 0,2 plus 0,2. Et le 0,2 vient de là. Voilà. Et donc, du coup, ensuite, plus 0. On s'en fiche. Voilà. On n'a plus qu'à faire la somme de ça. 8 et 8, 16. Donc, 0,8 fois 2, ça fait un 6. Un 6 et 0,4, ça fait 2. La bonne réponse, c'est celle-là. Et bien entendu, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc, c'est la C juste là. Voilà pour cette question numéro 10. Ça va, je n'ai pas été trop vite avec la méthode variance, calcul l'espace. Non, c'est bon. Parfait, je continue. Question 11. Alors, les espérances et les variances, elles ont des propriétés qu'on vous demande de connaître. Et donc, je m'en vais vous les donner. L'espérance, on dit qu'elle est linéaire. Ça ne sert à rien de marquer le terme, parce qu'il n'est pas utilisé de cette façon-là. Mais linéaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que E de AX, ça fait A fois E de X. Donc, si par exemple, vous avez une espérance qui vaut 3, eh bien, l'espérance du double de la variable, ça vaudra 6. C'est quelque chose d'assez enfantin à comprendre. De la même façon, l'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Et si vous mélangez les deux formules que je viens de vous donner, l'espérance d'une différence, forcément, c'est la différence des espérances. Donc ça, ce sont des propriétés sur l'espérance. Qu'en est-il pour la variance? La variance, par définition, n'est pas du tout linéaire. Par contre, elle a une formule qui lui est propre. Et la formule de la variance est la suivante. V de AX est égal à A carré V de X. En fait, quand on réfléchit bien, pour calculer la variance, vous avez vu que j'ai élevé au carré ici. Si j'avais travaillé avec des centimètres, eh bien, en faisant un calcul de variance, en élevant au carré, je travaillerais avec des centimètres carrés. D'un point de vue dimensionnel, la variance est de dimension 2. C'est l'analogue d'une surface, quand la variable est l'analogue d'une longueur. Donc, en fait, c'est complètement légitime de comprendre que, premièrement, il y a un A carré qui sort, parce qu'en fait, nous sommes en dimension 2 et non pas en dimension 1.
Et c'est complètement légitime de comprendre pourquoi l'écart type existe, parce qu'en prenant la racine carrée de la variance, on se ramène de centimètre carré à centimètre. Autrement dit, on se ramène dans l'unité de la variable. Et par conséquent, l'écart type, c'est l'unité dimensionnellement cohérente avec la variable. La variance et l'écart type, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Souvent, on calcule la variance parce qu'on n'a pas envie de s'enquiquiner avec des racines carrées et que dans l'interprétation, on peut interpréter la variance aussi bien qu'un écart type. Mais en réalité, c'est l'écart type qui dimensionnellement est cohérent avec la variable. Et ensuite, eh bien, en termes de variance, normalement, on est bloqué. Sauf si il y a indépendance. Si nous sommes en présence de deux variables indépendantes, alors je ne détaillerai pas la notion d'indépendance, vous la détaillez en terminale. C'est pas exceptionnellement complexe, mais ça ne porte pas grand-chose à mon propos pour l'instant. Sachez qu'il faut impérativement qu'il y ait ce mot indépendance. Sans ça, vous n'avez pas accès aux formules que je vais vous donner maintenant. Et bien, dans ce cas-là, la variance d'une somme est égale à la somme des variances. Et c'est seulement dans ce cas-là. Sans ça, ça n'est jamais vrai. Et si je mélange les deux, on obtient un résultat qui est choquant pour les élèves, mais quand on y réfléchit 2 secondes, c'est évident. Si je mets la différence, les élèves meurent d'envie de marquer V de x moins V de y. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'il y avait un a carré qui sort. Donc si là je mets moins 1, ce qui sort, ce n'est pas moins 1, c'est un plus 1 qui sort. Et c'est la raison pour laquelle la variance d'une différence, c'est la somme des variances. Donc, du coup, dans cette question de type concours, il est facile de répondre. C'est vraiment instantané. Une fois qu'on connaît son cours, c'est très, très rapide. Pour trouver E de x plus y, je fais la somme des espérances. 2 plus 5, 7. Le compte est bon. La A est juste. Pour faire la variance d'une différence, il faut que je fasse donc E de x moins E de y, ce qui fait 2 moins 5 moins 3. Donc, la B est fausse et la C est vraie. Et pour faire la variance d'une différence, parcours, c'est la somme des variances. Pourquoi? Parce que vous avez un mot super important dans l'énoncé qui est là. Sans ça, s'il n'y avait pas eu ce mot, j'aurais mis faux pour la D et la E. Maintenant que je sais qu'il y a ce mot et que je connais mon cours, je sais que c'est la somme des variances. Donc, 4 plus 8, ça fait 12. Réponse E et pas D. Voilà pour la question 11. Toujours pas de questions? C'est facile, hein. Franchement, là, c'est super bateau. C'est du cours à connaître, ça tombe tout seul, nickel. Allez, je pense que je dois vous libérer. Je finis juste une dernière question, comme ça je vous montre. Juste un petit commentaire sur la question 13. On est sur du langage médical, donc vous reconnaissez le mot prévalence, et en fait la sensibilité, la spécificité, ce sont des propriétés conditionnelles dans le cadre d'un test diagnostique. Donc c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, malade, non malade, enfin porteur de la maladie, non porteur de la maladie, et T plus témoin, test positif, test négatif, et vous êtes maintenant malheureusement bien placé pour savoir qu'il y a ce qu'on appelle des faux positifs, des erreurs de test positifs. Il y en a qui sont identifiés comme malades et qui ne le sont pas. Et vous avez également des faux négatifs. Il y a des gens qui ont des symptômes, qui vont faire un test, on va dire « Ah non, mais t'as rien. » Ben non, t'es malade, mon coco, c'est le test qui n'est pas fiable. Donc, du coup, ça, c'est hyper intéressant et c'est super facile. Et vous reconnaissez la notion de tableau. Donc, en fait, je vous ai tout appris. C'est juste une adaptation au monde médical. Et dans le 12, là aussi, question de concours, vous avez la même chose, la notion de test diagnostique, mais elle vous est présentée sous forme d'un tableau. Je fatigue moi, sous forme d'un arbre. Alors, du coup, ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ce qui va nous intéresser dans un diagnostic, c'est le fait de ne pas se tromper, le fait de ne pas avoir d'erreur. Et donc, lorsque vous faites un test diagnostique, vous avez une personne qui est soit porteuse de la maladie, soit non porteuse de la maladie. Et ensuite, vous avez le test qui est soit positif, soit négatif, soit positif, soit négatif. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est que le test soit positif quand la personne est porteuse de la maladie, et que le test soit négatif quand la personne ne l'est pas.
Et c'est la raison pour laquelle on pondère cet arbre par un nouveau coefficient, 1, 0, 0 et 1. On met 1 quand on a juste, on met 0 quand on a faux. Et le fait de pondérer cet arbre avec un coefficient supplémentaire, ça fait que ça ne change pas du tout les règles de l'arbre que j'ai décrites tout à l'heure. On va faire des multiplications, on va rajouter un fois 1 ou un fois 0 selon les parcours des branches de l'arbre. D'accord? Et forcément, on va calculer ce qu'on appellera l'utilité d'un test. Et donc, vous allez avoir des choses qui sont super faciles, mais avec un petit vocabulaire médical qu'il faudra s'approprier. Juste par culture générale, qu'est-ce que c'est que la sensibilité d'un test? Eh bien, c'est le nombre qui est ici en haut. C'est la proportion des tests positifs parmi les malades. Et la spécificité, c'est la proportion des tests négatifs parmi les non-malades. Donc, lorsqu'on veut qu'un test soit de qualité, il faut impérativement que les deux paramètres que sont la sensibilité et la spécificité soient proches de 1 pour qu'on puisse avoir un test de qualité, chose qui n'est pas actuellement avec les tests de PCR que nous avons. Je n'ai jamais su quels étaient les chiffres exacts, mais j'entendais des trucs du genre 70%, quelque chose comme ça. C'est à la fois beaucoup et peu à la fois. C'est assez pour qu'on puisse mettre en place la stratégie de dépistage. Ça n'est pas assez, malheureusement, pour combattre efficacement la maladie, puisque ça revient à isoler des gens qui ne sont pas forcément atteints. Mais c'est un moindre mal. Voilà, donc du coup, je pense qu'on n'aura pas l'occasion de se revoir. Si on a l'occasion de se revoir, je reprendrai à partir du 12 et on continuera comme ça le cours. Hein. J'ai d'autres choses que je peux vous montrer. Il y a même une partie statistique. Le premier chapitre, c'est les statistiques que je ne vous ai pas montré. Alors, hop, attendez, je vais y arriver. Voilà. Alors, tac. Voilà. Ça me permet de vous revoir correctement. Voilà. Donc, si on a l'occasion de se revoir, je ne pense pas. Normalement, on a fini notre petite préparation. Donc, il y a de quoi faire. Hein. Je peux encore aller plus loin. Je peux montrer encore plein de choses. Je pense que voilà, la mission est accomplie. C'est-à-dire que je voulais vous montrer des choses qui étaient directement en lien avec le CAF, mais qui étaient aussi en lien avec ce que vous faites au lycée, en première, en terminale. Je tenais absolument également à vous montrer des choses qui étaient intéressantes à un moment donné. Donc, la partie mathématique, alors moi, la partie mathématique, elle est passionnante quand je fais des classes préparatoires scientifiques. Mais pour vous, non. La partie qui est passionnante, c'est la partie biostatistique, c'est la partie qui est la plus passionnante et qui est vraiment la plus marquée sur le secteur médical et pharmaceutique. Donc, j'avais envie de vous montrer, de vous ouvrir une petite porte dessus, de vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. Voilà, jeunes gens, j'ai eu grand plaisir, même si je n'ai pas eu le plaisir de vous voir en présentiel, j'ai eu grand plaisir à vous proposer cette petite formation. Je vous souhaite force et courage, bonheur et réussite, et plein de bonnes choses pour vous pour la suite. Et je vous dis au revoir. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Salut. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Juste, oui. Excusez-moi, j'aurais une petite question par rapport du coup au niveau des calculs mentaux. Ouais. Ça peut aller jusqu'à quel niveau? Non, c'est assez basique. Hein. Table de multiplication. Okay. Table de multiplication, nombre décimaux. D'accord, ok. Et sinon, il ne faut pas y poser. Alors, ça arrive quasiment jamais, mais il ne faut pas hésiter à poser le calcul dans la marge. Hein, tu vois ce que je veux dire, hein, voilà. Non, c'est nombre décimaux et table de multiplication en général. D'accord, ok. Super. Bah, merci, vous avez été super. Franchement, ça a été très facile de comprendre. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous, bon dimanche. Au revoir.